Donc Mustapha m'a demandé de faire un petit peu optimisation de en milieu hospitalier. Et il y avait deux façons de voir les choses, soit de voir d'un point de vue du microbiologiste, soit de voir du point de vue du clinicien. Vous avez vu préalablement qu'une de nos problématiques majeures, c'est probablement la prescription abusive d'un certain nombre d'antibiotiques dans des indications qui ne le sont pas. Et à titre personnel, je pense que la majeure partie de la problématique de la prescription antibiotique est liée au fait que nous prescrivons trop dans des situations où nous devons avoir des éléments qui nous permettent de dire qu'il ne s'agit pas d'une infection bactérienne. Donc la problématique, elle est plutôt du versant du clinicien que du versant du microbiologiste, même si le microbiologiste, lui, peut apporter un certain nombre d'éléments pour ajuster l'antibiothérapie. Et donc je l'ai vu sur ce versant-là, et finalement je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser l'antibiothérapie? Est-ce qu'on peut définir l'optimisation? Pour qui? Qui sont les patients qui pourraient en bénéficier à titre individuel? Est-ce qu'on pourrait réfléchir au niveau de la collectivité? Quel résultat et comment le mesurer? Parce que je pense que c'est important. Et par qui? Qui doit faire l'optimisation et quand? Alors c'est quoi un bon antibiotique? Un bon antibiotique, c'est finalement la bonne classe au bon patient, à condition qu'il soit infecté, à la bonne dose. Et tout à l'heure, j'ai écouté sur les conséquences sur le microbiote. Et là, effectivement, on pourrait rajouter et les conséquences sur le microbiote, mais je pense qu'on ne rentrera pas dans ce débat, parce que quand on regarde la littérature, il y a très peu de données pour savoir quelles sont les conséquences des antibiotiques sur le microbiote. On pourra en discuter au moment de la discussion. Il y a deux façons de voir les choses. Soit une façon, je dirais, altruiste, objectif collectif. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de diminuer de la résistance, c'est de participer à la diminution de la résistance, et donc, en gros, travailler sur la moindre prescription ou la meilleure prescription. Soit l'autre idée, c'est un objectif qui soit individuel et qui consiste à dire je veux améliorer la prescription des antibiotiques pour quelques malades. C'est deux options qui sont complémentaires, mais qui sont faites différemment, et quand on regarde un petit peu les hôpitaux, la deuxième option semble prédominer sur la première. Et donc j'ai remis un petit peu c'est quoi the best available treatment, puisque tout le monde nous en parle maintenant. C'est effectivement le meilleur choix dans l'indication qui est identifiée, et donc il reste à savoir comment identifier, à la bonne dose et à la bonne durée, et la bonne durée reste une question très longue. Et donc si on veut optimiser l'antibiothérapie, cela va impliquer plusieurs points. D'abord, l'identification des situations qui nécessitent une antibiothérapie. Vous l'avez dit tout à l'heure, toute fièvre, tout prélèvement microbiologique n'est pas obligatoirement une infection et ne nécessite pas obligatoirement une antibiothérapie. Et il y a deux façons de voir les choses, soit de s'intéresser à la notion de la prophylaxie, soit de s'intéresser à la notion thérapeutique. Et les deux sont complémentaires, et les deux ne doivent pas, à mon sens, être négligés. Le deuxième élément, c'est d'essayer de transmettre aux collègues cliniciens la connaissance des espèces qui sont impliquées. S'il est évident que tout clinicien pense à la pneumonie, à pneumocoque, lorsqu'on est devant une pneumonie communautaire, il n'est pas dit que les cliniciens savent quelle est la prévalence de la résistance au sein des Escherichia coli, des Klebsiella pneumoniae. Et là, il faut sortir nos données, et non seulement sortir les données, mais les rapprocher des données des cliniciens, pour que, effectivement, dans chacune des structures hospitalières, on ait nos propres facteurs de risque d'infection à BLSE. Et vous avez vu les divergences qu'il y a entre deux CHU, et je pense que cette notion est importante et que l'épidémiologie de la résistance est une épidémiologie qui est la plus proche possible du patient. Et donc, la dernière chose, c'est la connaissance des meilleures options, et vous savez qu'aujourd'hui, deux traitements équivalents, il peut y avoir des conséquences dites écologiques différentes, mais en pratique, nous n'avons pas ces données et nous n'avons pas réussi à ce jour à classer finalement les différents antibiotiques que nous avons en termes de leur activité et leurs conséquences écologiques. Et puis il ne faut surtout pas négliger la notion de la diffusion tissulaire. Ce n'est pas la même chose de traiter par exemple une pyélonéphrite obstructive avec un abcès rénal comparativement à une cystite. C'est deux situations qui sont tout à fait différentes et dans lesquelles, parfois dans la cystite, des simples antibiotiques, y compris chez les BLSE, pourraient être actifs. Et donc si on regarde un petit peu l'approche, elle peut être individuelle ou collective, et la question est de savoir c'est d'où on part. On peut partir soit de la notion clinique. Et la notion clinique, c'est-à-dire en gros, on est appelé à un moment donné pour donner un avis autour d'un patient donné. Et là, ça implique simplement qu'il faut qu'il y ait une sorte d'interaction entre le clinicien, le microbiologiste et l'infectiologue, ce qui, dans ma pratique de tous les jours, n'est pas aussi évident que ce que l'on pense. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait partir à partir des résultats microbiologiques. Le problème de partir des résultats microbiologiques,
c'est que dans la somme ou la masse des prescriptions antibiotiques qui sont faites, moins de 30% d'entre elles sont documentées microbiologiquement. Et donc si vous vous intéressez qu'aux prescriptions, aux indications d'antibiothérapie à partir des données microbiologiques, vous allez rater 70% des patients qui, eux, sont traités et dont on n'a pas de prélèvement microbiologique au moins positif. Puis après, on pourrait partir à partir de la pharmacie, c'est-à-dire s'intéresser à la prescription antibiotique, et chaque fois qu'on a une prescription antibiotique, qu'on ait un déclenchant qui fait que quelqu'un va aller voir le patient. Reste à ce qu'il faut qu'on ait le déclenchant, entre guillemets. Et deuxième élément qui est important dans cette situation-là, c'est qu'il va falloir quand même que l'on cible un certain nombre d'antibiotiques, parce qu'il est inimaginable qu'on puisse se déplacer pour regarder tous les antibiotiques partout, dans toutes les unités. Et donc je pense que cette approche individuelle est importante, mais il faut la réfléchir dès le départ et peut-être se donner quelques objectifs. Si on regarde l'approche collective, là, elle pourrait être simplement se focaliser sur les molécules qui sont prescrites et peut-être réfléchir sur la problématique de la résistance. Par exemple, si la résistance est liée essentiellement à des BLSE, s'intéresser aux molécules qui participent à l'émergence de la résistance, donc les céphalosporines, les fluoroquinolones, éventuellement les carbapénèmes, et focaliser au départ, pour commencer, sur cette notion-là. Quelles que soient les deux approches individuelles ou collectives, elles ont des conséquences et des inconvénients que je vous ai mis en rouge en dessous, qui sont liés, des inconvénients qui peuvent être liés au fait qu'on a besoin de collaborateurs, et il n'est pas évident qu'on soit très collaboratif dans notre métier, ça c'est un élément important, que finalement, dans certaines situations, on va se limiter à certains cas particuliers et on va oublier tout le reste. Et ce qui nous intéresse, c'est probablement la masse de prescription des antibiotiques plus que le caractère individuel. Si je veux vous donner un exemple sur le caractère individuel, il y a ce papier-là qui est extrêmement intéressant et qui montre l'apport d'un clinicien finalement dans la démarche de la maîtrise de la prescription antibiotique. Et c'est l'exemple même des bactériémies à staphylocoque doré. L'approche individuelle a un avantage par rapport au reste, c'est qu'elle regarde le patient dans sa globalité et que finalement, si vous regardez l'infection à staphylocoque doré, il ne s'agit pas simplement d'adapter l'antibiothérapie et la dose, mais aussi d'écarter, entre guillemets, les localisations secondaires, la possibilité d'une endocardite et de travailler sur la rechute. Et donc, l'approche individuelle a un intérêt majeur dans le fait de regarder le patient dans son ensemble et apporter la vision non seulement du microbiologiste, mais aussi celle du clinicien. Alors, il y a, outre le fait individuel et collectif, on pourrait réfléchir sur une optimisation passive ou active. Alors, passive, elle est simple, elle consiste à dire je vais sortir un certain nombre de recommandations, de guidelines que je vais diffuser dans mon établissement, et je vais faire le pari que mes cliniciens vont s'adapter à ces guidelines. C'est très passif. Ça implique que les cliniciens lisent les recommandations et ça implique que les cliniciens y adhèrent à ces recommandations. Et donc, si vous voulez rentrer dans une démarche passive, il va falloir écrire les recommandations avec les cliniciens. Vous ne pouvez pas les écrire tout seul. Et le problème du passif, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit par s'essouffler. Si vous allez sur une démarche active, elle est extrêmement consommateur de temps et d'énergie, extrêmement consommateur de temps et d'énergie, et elle a un risque majeur, c'est que finalement vous vous substituez aux cliniciens. Et ça, c'est un risque fondamental. Attention, si vous commencez à faire de l'optimisation en disant je vais nommer un référent, un des risques, c'est que finalement le néphrologue dit ah ben, je vais appeler le référent, le cardiologue le référent, et ça c'est une catastrophe à mon sens, parce que tout le monde finira par prescrire des antibiotiques, et notre objectif premier c'est de se rendre totalement inutile dans cette démarche. Et donc voilà un petit peu une sorte de hiérarchisation des possibilités de gestion de l'optimisation de l'antibiotique qui va de ce qui est le plus passif à ce qui est le plus actif, avec quelques exemples sur la formation et l'éducation. Par exemple, c'est de mettre en place des recommandations locales, c'est de prendre des recommandations extérieures, et vous avez souligné tout à fait tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison, surtout ne pas lire ce que écrit l'étranger, on va dire, dans son ensemble, parce que l'épidémiologie de la résistance n'est pas la même au Maroc qu'en France ou éventuellement aux États-Unis. Et quand vous faites ce type d'éducation, il va être absolument indispensable à un moment donné d'évaluer ces recommandations et de regarder ce que font les cliniciens. Et puis je vous ai mis un exemple en fait d'actif, c'est d'aller voir par exemple les indications, les doses, les modalités d'administration, les durées, l'adéquation par rapport au prélèvement et l'antibiogramme, et introduire éventuellement la réévaluation au 3e ou au 5e jour.
Et donc c'est deux démarches qui sont tout à fait complémentaires, mais qui sont différentes, et je vous rassure, quand vous regardez les équipes mobiles d'infectiologie à l'échelon de l'Europe, elles ne font pas globalement tout cela, elles choisissent une des deux méthodes pour commencer. Et je vous ai remis un petit peu une liste finalement de ce qu'il y a comme recommandations qui vont aller de la recommandation passive simple jusqu'à l'implication du microbiologiste dans le rendu de l'antibiogramme avec éventuellement des antibiogrammes qui sont dédiés aux patients, des molécules qui sont complètement extraites de l'antibiogramme pour éviter que les cliniciens les utilisent. Et juste pour vous dire que tout fonctionne, il n'y a pas une seule mesure qui soit supérieure aux autres. Toutes fonctionnent, toutes ont montré que ça permet d'améliorer la prescription antibiotique, de diminuer les coûts, de diminuer les durées de séjour, mais aucune d'entre elles, pour l'instant, n'a démontré son rôle dans la maîtrise de la résistance. Il est clair que si toutes fonctionnent, aucune d'entre elles n'a encore démontré que finalement on aura moins de bactéries résistantes. Et pourquoi je souligne cela? Parce que quand vous allez choisir des indicateurs, attention de vous limiter à l'indicateur de la résistance. La résistance, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps et qui probablement ne disparaîtra pas. Et donc notre objectif, c'est de stabiliser la résistance et de ne pas la diminuer, parce que je pense qu'elle n'est pas diminuable. Et puis je vous ai repris les principales recommandations de l'IDSA, qui sont donc les infectiologues américains, juste pour vous montrer sur le côté gauche la force de la recommandation et l'évidence de la recommandation. L'évidence de la recommandation, c'est ce que nous avons comme données dans la littérature. Et la force, c'est ce que croit le groupe, c'est-à-dire nous voulons absolument faire cela. Et vous voyez bien que quand vous regardez l'évidence de la recommandation, il y a très très peu d'évidence élevée. Tout est bas niveau parce que nous n'avons pas de données qui nous permettent de montrer que l'une soit supérieure à l'autre. Et pour celles qui sont dites fortement recommandées par nos collègues, pardon, j'essaie de trouver le pointeur, ça doit être ça. Surtout ne pas faire de bêtises, alors on va rester comme ça. Pour vous montrer celles qui sont dites strong recommandations, il y en a deux. Il y en a une qui est celle de mettre en place une pré-autorisation à l'utilisation de certaines molécules antibiotiques, c'est la première. Et une deuxième qui est juste en dessous, qui est celle de mettre en place une prescription ou une optimisation individuelle des prescriptions antibiotiques. Et pour tout le reste, ça reste des recommandations faibles avec des niveaux d'évidence qui sont extrêmement bas. Et donc, si vous voulez faire des approches d'optimisation de l'antibiothérapie, vous en avez plusieurs, mais il faut que vous reteniez le fait qu'il faut que, elle soit progressive, que si vous voulez débuter, il faut débuter avec vos alliés, c'est-à-dire ceux qui vont vous demander de le faire, et ne pas vous opposer aux autres. Essayez de choisir des services avec une marge d'amélioration, et donc si vous vous intéressez aux neutropéniques fébriles ou à la pédiatrie, surtout ne vous attaquez pas à des sujets extrêmement complexes, où là les gens ont des habitudes depuis très très longtemps, plutôt prenez des choses simples. Une approche qui est extrêmement bienveillante, vous ne détenez pas la vérité, ce ne sont pas vos malades, mais vous êtes là pour aider les gens, et une approche absolument collaborative. Ne faites pas ce que nous avons fait en France. Si vous ne faites pas du collaboratif, ce sera un échec, et je vous ferai quelques allusions tout à l'heure sur ce qui a été fait en France. Alors, quelles sont les pistes? D'abord, on peut améliorer l'approche diagnostique, c'est-à-dire introduire des marqueurs microbiologiques, le diagnostic rapide, réduire les délais de l'antibiogramme, faire des antibiogrammes rapides, réduire le délai de l'identification microbienne, introduire des biomarqueurs pour aider les cliniciens à fortifier leur hypothèse qu'il s'agit d'une infection bactérienne. Il est clair que tous ces éléments-là peuvent aider, mais ce ne sont pas, à mon sens, des éléments fondamentaux dans la maîtrise. Après, clairement, le deuxième point me paraît extrêmement important, améliorer les modalités d'administration. Ça, c'est certainement quelque chose sur lequel on peut faire, on peut améliorer, et c'est facile à faire. Introduire une réévaluation au 3e jour, important, avec deux approches, la réévaluation autour du patient qui a une infection documentée, la réévaluation autour du patient qui a une infection non documentée. Si dans le documenté, votre place en tant que microbiologiste est fondamentale, dans le non documenté, vous avez besoin d'un clinicien qui va aller voir la tranchologie du malade et qui va dire oui, mais vous avez commencé les antibiotiques, mais c'est probablement plus utile ou inutile. Et puis certainement réduire les durées de traitement, et les durées de traitement, il y a beaucoup de données dans la littérature aujourd'hui, mais ça reste à titre individuel extrêmement difficile, et ça, à mon sens, ça doit être basé sur des données cliniques et biologiques évolutives du patient, et on peut très bien interrompre une pyélonéphrite au 6e jour,
parce que le patient s'est amélioré rapidement dans les 48 heures, comme on peut être amené à prolonger parce que le patient s'améliore très progressivement, et c'est là où vous avez besoin de vos collaborateurs cliniciens. Alors, quelle population cible? Il y a plusieurs populations qu'on pourrait imaginer. Je vous ai mis 3 populations. La population âgée, parce qu'elle augmente dans le monde et que c'est une vraie problématique. Les populations dites spécialisées et les populations dites hors spécialité. Alors, la population âgée, c'est une population extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que souvent colonisée, souvent fébrile, souvent ayant des infections virales et souvent avec des prélèvements microbiologiques qui ne sont pas adéquats. Je pense par exemple à l'examen cytobactériologique des urines où très fréquemment les patients sont colonisés, notamment quand ils ont plus de 70 ans, et ce n'est pas pour autant qu'ils soient infectés. Et donc, si vous prenez ces patients-là, vous avez, entre guillemets, la possibilité d'améliorer les choses en travaillant avec vos collaborateurs gériatres, par exemple, parce que vous avez très peu de critères cliniques, parce que la présentation clinique, elle est atypique, parce qu'on n'a pas de critères diagnostiques évidents et que dans les structures qui s'occupent de personnes âgées, il y a une multiplicité des intervenants, et là, vous avez une place fondamentale pour aider effectivement à réduire un certain volume. En ce qui concerne les patients en secteur spécialisé, et donc j'ai oublié les pédiatres, attention, là c'est une situation particulière. Vous aurez beaucoup de mal à aller modifier les choix antibiotiques des réanimateurs, des pédiatres, des transplanteurs, des hématologistes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je ne suis pas sûr qu'il faille commencer par ici. Parce que c'est vraiment des situations extrêmement particulières pour lesquelles les gens sont depuis très longtemps investis dedans, et votre apport supplémentaire ne sera pas probablement évident. Et vous avez tout le reste, qui sont les secteurs hors secteur spécialisé, c'est-à-dire la médecine, la chirurgie, donc tout ce qui est général, entre guillemets, où là vous avez un apport fondamental. Si vous voulez commencer et aider et que vous avez un collaborateur chirurgien, allez le voir, c'est certain que vous allez pouvoir faire des choses. Il est clair que vous ne devez pas faire ça, à mon sens, sans indicateur. Il faut choisir un indicateur. Et l'indicateur, ça peut être un indicateur qualitatif comme un indicateur quantitatif. Ça peut être un indicateur de résultat comme un indicateur de process. Peu importe, mais il vous faut un indicateur. Attention sur l'indicateur de résultat qui serait la diminution de la résistance. Parce que ça, c'est un phénomène que vous allez obtenir dans 10, 15, 20 ans, voire jamais. Par contre, un indicateur de résultat, ça pourrait être une diminution de la consommation des antibiotiques. Ça pourrait être une adhésion aux recommandations locales. Ça pourrait être une adéquation par rapport à l'antibiogramme. Un indicateur de résultat, ça pourrait être un pourcentage d'indications d'antibiothérapie débutées alors que les prélèvements microbiologiques ont été effectués. Il y a une multitude d'indicateurs que l'on peut avoir, mais vous en avez besoin d'un. D'abord pour évaluer votre politique, et deux, pour rendre compte de votre politique, entre guillemets, et à vos collègues et à votre directeur. Et donc ça peut être tout simplement la consommation des antibiotiques. Mais attention de ne pas la mettre en dose définie journalière, c'est-à-dire que la dose définie journalière, elle peut varier, liée en fait au volume des distributions du patient, au type de patient. Mettez-la en nombre de journées antibiotiques, c'est ça qui nous intéresse. Et puis, peut-être que le meilleur indicateur aussi, ça pourrait être tout simplement de résultat, ça pourrait être le nombre de fois où vous faites sortir le patient de votre établissement. Attention, un indicateur auquel on ne pense jamais, c'est la possibilité de relayer par voie orale des voies intraveineuses. Combien de fois le patient, entre guillemets, a la possibilité de prendre un antibiotique par voie orale et nous avons fait ce relais ou pas. Et donc vous pouvez choisir ces indicateurs et c'est extrêmement, finalement, simple lorsque votre indicateur est admis par tout le monde et que vous pouvez le suivre. Alors comment on peut faire en pratique? D'abord, je pense qu'il faut s'intéresser aux prescriptions et à toutes les prescriptions. Alors si ce n'est pas dès le début, c'est à la fin. Notre objectif, c'est de réduire les volumes de prescriptions antibiotiques et pas simplement de réduire certaines classes antibiotiques plus que d'autres. Je pense qu'il ne faut pas se limiter aux infections documentées ou aux infections graves. Il faut inclure toutes les infections. Pourquoi? Parce que seuls 30% à 50% des infections bactériennes sont documentées. L'objectif devrait être de réduire la consommation des antibiotiques globalement. C'est ça l'objectif premier, bien plus que tout le reste. C'est de dire je vais réduire la prescription. Vous pouvez ne pas réduire la prescription parce que vos patients le nécessitent, mais allez dans l'idée de réduire la prescription des antibiotiques. Et puis, je pense qu'une des évaluations serait de regarder les consommations des antibiotiques. Alors, premier message, ne faites pas ce qu'ont fait les Français, on a eu tort et on se mordra les doigts dans quelques années. Le travail est collaboratif.
Un microbiologiste ne peut pas travailler sans un clinicien ne peut pas travailler sans un microbiologiste. Moi qui suis clinicien de formation et réanimateur, et qui suis maintenant en microbiologie, tous les jours, je réalise l'importance de cela. Le monde a besoin de chacun d'entre nous pour tourner. Et donc je pense que c'est important. Et ne faites pas ce qu'ont fait les Français. Les Français sont les héritiers de Napoléon, et donc ils pensent qu'il faut qu'il y ait un décideur et le reste. Regardez notre président de la République. Et donc, des pharmaciens hospitaliers. Vous avez besoin des pharmaciens. C'est une aide majeure, les pharmaciens hospitaliers. Ne les oubliez pas. Les microbiologistes. Les épidémiologistes qui vous permettront de faire un suivi, et certainement les cliniciens, vous ne pouvez pas faire sans les cliniciens. Et voilà où chacun d'entre vous peut intervenir, où est la place de chacun d'entre vous. Et quand j'ai monté l'équipe mobile d'infectiologie à Necker Enfants Malades, tous les acteurs ont réussi à travailler dedans. Et effectivement, parfois les pharmaciens se disent « ouais, mais je ne vais pas aller discuter avec le réanimateur, c'est un peu compliqué ». Mais non, personne ne connaît mieux la pharmacocinétique, la pharmacodynamie, les interactions médicamenteuses, les effets indésirables qu'un pharmacien. Utilisez-le, on a besoin de lui. Même chose, quand un microbiologiste dit « mais je ne vais pas aller discuter avec Jean-François Timsit, le réanimateur de l'infectiologie sur quel choix antibiotique ». Personne ne connaît mieux les mécanismes de résistance que les microbiologistes. Personne ne connaît mieux les alternatives à telle ou telle molécule dans telle ou telle indication que les microbiologistes. Donc, n'hésitez pas, allez-y, vous avez chacun d'entre vous à sa place. Je peux vous assurer, parce que moi je suis vraiment un atypique, combien j'ai gagné en redécouvrant la microbiologie, en étant clinicien et découvrant la microbiologie. Et très clairement, les cliniciens, pour le côté tronchologique, il y aura toujours des malades qui n'ont pas de prélèvement microbiologique, ce que j'appelle les enfants grisouilles, qui n'ont pas de prélèvement microbiologique, mais le pédiatre ne les sent pas. Et bien si le pédiatre ne les sent pas, suivez le pédiatre. On dit si la maman ne sent pas son enfant, suivez la maman, n'ayez pas peur. Et donc très clairement, il restera toujours cette part-là qu'il faudra laisser aux cliniciens et qui, à mon avis, est extrêmement importante. Alors, il faut des recommandations locales, oui. Extérieur, jetez-les à la poubelle. Vous avez bien vu que le CHU de Cassar, c'est pas la même chose que le CHU de Rabat. Chacun a sa résistance particulière, ses profils de résistance. Donc faites vos recommandations locales. Et surtout, chacun a ses médecins particuliers. Il faut que les médecins adhèrent aux recommandations. Donc il faut les mettre dans la boucle. Le caractère approprié, c'est le pharmacien et le clinicien. Le caractère adéquat, c'est le pharmacien pour la dose, pour les modalités. Le caractère adapté, c'est le microbiologiste. Et la révélation au 3e jour, au 5e jour, c'est le clinicien. Alors, quelques diapos pour finir, pour vous dire qu'est-ce que j'avais fait quand j'étais à Necker. La première décision, il faut toujours prendre une décision. D'abord, définir un objectif à long terme. Si vous voulez nommer un responsable d'une équipe, choisissez quelqu'un qui est altruiste, qui a envie que les choses changent. Ne prenez pas celui qui a juste envie d'avoir le titre. Et donc, mon objectif a toujours été la résistance. Comment je fais pour réduire la résistance? Deuxièmement, observer le terrain. L'observation du terrain, regarder pendant un moment son hôpital, regarder un petit peu ses interlocuteurs est quelque chose d'important. Il y a d'anciens médecins qui ont l'habitude d'avoir leur empire. Évitez de les brusquer, il faut venir et les accompagner à un moment donné. Réfléchir au mode d'entrée, réfléchir avec qui il faut commencer, dans quelle situation, qu'est-ce qui a m'apporté. Quand vous commencez dans des hôpitaux, moi par exemple, je n'ai jamais été pédiatre, j'ai été dans un hôpital pédiatrique, on m'a demandé de monter l'équipe mobile, aller discuter avec des pédiatres alors que je n'ai jamais vu d'enfants et que je suis passé à côté de la seule pneumonie de ma fille. Et là, c'est un petit peu embêtant, donc prenez le temps de regarder, d'apprendre, de les écouter, et puis choisissez une situation qui est indiscutable, généralement une septicémie à staphylocoque, où là, vous allez pouvoir sortir votre science et entre guillemets, vous faire adopter. La première chose, c'est se faire adopter. La deuxième chose, c'est une fois que vous êtes fait adopter, essayez de mettre en place des réunions multidisciplinaires pour que les gens y adhèrent. D'abord, le laboratoire de microbiologie, parce que ça va vous permettre de récupérer les données, de partager les résultats, de souligner les situations à risque. Et ce que nous avions réussi à mettre, c'est une visite quotidienne où le clinicien passait, regardait le microbiologiste, discutait, apprenait du microbiologiste. Et puis un staff hebdomadaire pour rendre compte au microbiologiste. Il ne faut pas que le microbiologiste se dessaisisse de ce dossier, c'est indispensable. En France, on n'a pas compris cela et on a eu tort. Deuxième élément, certainement le responsable de maladies infectieuses, parce qu'il va permettre de partager et d'informer, et puis de discuter des situations complexes ou compliquées, et lorsque vous n'êtes pas là le samedi ou le dimanche, qu'il y ait quelqu'un
qui vous remplace. Et ce qu'on a réussi à mettre, c'est un staff hebdomadaire une fois par semaine pour discuter des dossiers compliqués. Une fois qu'on est adopté, une deuxième mesure, c'est échanger avec les différents partenaires. Et vous avez 3 types de partenaires. Ceux qui hésitent, et donc ceux-là, ils sont possiblement, vous allez peut-être pouvoir les convaincre. Ah, là, il va falloir brancher. Au secours. On a 7%, ça va aller. Donc, ceux-là, vous allez pouvoir les convaincre. Il va falloir les rencontrer quotidiennement. Il va falloir offrir vos services. Parce que c'est un élément important. Ce sont ceux où je vais passer tous les jours, leur donner leurs résultats et leur dire: est-ce que vous avez besoin de moi? Oui, non, je m'en vais. Il y a les opposants, ceux que vous n'allez jamais convaincre. L'hématologue, par exemple. Celui-là, vous allez juste faire le facteur. Vous allez remettre les examens complémentaires et c'est fini. Et puis vous avez les aidants, c'est-à-dire ceux qui ont envie de vous. Et là, vous allez faire plus. C'est-à-dire que vous allez faire le docteur, vous allez apporter votre science et vous allez colliger des données. Pourquoi vous allez colliger des données? Parce que vous allez les utiliser pour les montrer aux autres, à ceux qui hésitent, pour leur dire: regardez comment ensemble nous avons réussi à faire quelque chose de différent. Quelques principes importants. D'abord, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité et elle n'est pas une, la vérité. Et ça, c'est extrêmement important, donc restez humble. On se trompera toujours et surtout ne faites pas ce qu'on fait nous, c'est à celui qui est le plus fort. C'est insupportable. On est là pour rendre service aux patients, on n'est pas là pour montrer notre science ou prédominer sur le néphrologue ou l'infectiologue ou le X ou Y. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième élément, là c'est fini, 17%. Nous sommes là en fait pour aider les gens, pour les accompagner. Nous ne sommes pas là pour les corriger. Nous avons le droit de nous tromper et ça c'est un élément extrêmement important dans la démarche. Le troisième élément qui est important, c'est que nous sommes là aussi pour montrer l'efficacité de ce que nous faisons et donc nous devons colléger les données et nous devons essayer, entre guillemets, de les mettre en forme pour les montrer et pour les publier. Et le dernier élément, et qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un maître mot, c'est l'humilité. Il faut être humble et curieux. Ne jamais aller se coucher sans avoir répondu à une question. Parce que le clinicien vous attend en tant qu'expert, en tant que spécialiste, il attend de vous quelque chose de supplémentaire. Et donc si vous lui dites au clinicien, dans ce cas-là, tu peux mettre des furanes et point barre, ça ne va pas lui suffire. Il a envie de savoir un peu plus et que vous lui montrez, que vous lui apportez que vous avez une plus-value et que cette plus-value est importante. Et une fois que vous avez été adopté et que vous avez introduit ces mesures-là, il y a une mesure supplémentaire qu'il va falloir faire, c'est valoriser vos collaborateurs. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas travailler en transversal sur les malades des autres sans les valoriser. Et donc, pour les valoriser, c'est publier, c'est montrer les résultats, et quand vous montrez les résultats et que vous les publiez, vous n'êtes ni en premier, ni en dernier, vous êtes au milieu, vous êtes le serviteur de ces gens-là. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important, parce que c'est le seul moyen pour que... Ne vous inquiétez pas. C'est le seul moyen pour que les gens continuent à travailler avec vous. S'ils ont l'impression que vous les avez doublés, entre guillemets, ils arrêteront de travailler avec vous. Or, vous, votre objectif, c'est finalement de rendre service aux patients dans leur ensemble et à la communauté dans leur ensemble. Pour finir, et juste pour passer quelques messages qui sont, à mon sens, importants, c'est un travail de très très longue haleine, qui doit s'installer de façon très progressive dans vos unités, qui doit être réfléchi de façon collaborative et non pas de façon individuelle. Il est évident que si vous avez l'estampillonnage de votre directeur, ce serait plutôt sympathique et aidant. Je vais passer un là. Hop. Je vais passer à la conclusion. Donc c'est un programme qui est de longue haleine, qui est un programme qui est collaboratif, donc indispensable que ce soit vraiment très collaboratif et avec tous les acteurs. Un programme qui doit être évolutif dans le temps et en continu, donc attention de faire débarquer toutes les mesures en même temps. Laissez-vous quelques cartouches pour la suite. Il faut que vous définissiez des objectifs. Vous ne pouvez pas travailler sans objectifs. Et même si vous ne les affichez pas au début, vous les suivez et vous commencez à les montrer quand ça marche. Et puis, n'oubliez jamais de valoriser les collègues. C'est extrêmement important de valoriser les collègues. C'est eux qui ont les malades, c'est eux qui font le travail. Et quand moi, le samedi, dimanche, j'étais dans ma ferme tranquillement, c'est eux qui s'occupaient des malades. Et donc, quand on fait une publication ou une présentation, c'est eux qu'on remercie
Et vous, vous avez fait juste le serviteur. Je vous remercie de votre attention.